Tu l'as déjà vu, ce visage saisissant, cette immobilité troublante, cette intensité silencieuse qu'elle apportait à chacun de ses rôles. De Manon des Sources à Un cœur en hiver, Emmanuelle Béard était bien plus qu'une présence à l'écran. Elle était une énigme. Pendant des décennies, les murmures ont circulé. Sur la tristesse dans son regard, sur le changement soudain de son apparence, sur les tragédies personnelles qu'elle n'évoquait jamais. Aujourd'hui, à 62 ans, elle brise enfin le silence. Et ce qu'elle révèle est plus sombre, plus intime et plus déchirant que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Car la vérité ne concerne pas seulement ce qu'elle a vécu, mais à quel point elle a su le dissimuler, l'abus qui lui a volé son enfance. Née en 1963 dans le village ensoleillé de Gassin sur la côte d'Azur, Emmanuelle Béard semblait venir d'un éclat d'étoiles. Sa mère, Geneviève Galéa, était une actrice et mannequin d'une beauté saisissante aux origines croates et grecques. Son père, Guy Béard, était l'un des poètes et chanteurs les plus aimés de France. Mais cette famille n'était pas faite pour les contes de fées. Lorsque la petite Emmanuelle n'était encore qu'une enfant, ses parents se sont séparés. Son père, un homme complexe, a quitté le foyer familial et elle a été principalement élevée par sa mère. Leur maison, animée par des demi-frères et sœurs de différents pères, était pleine de vie, mais fragile. Et quelque part, dans ses premières années, un prédateur est entré dans son univers. En 2023, Emmanuelle Béard a enfin brisé le mur qu'elle avait tenu debout toute sa vie. Dans Un silence si bruyant, le documentaire qu'elle a co-créé, elle n'a pas seulement raconté son histoire, elle a fait exploser une vérité à laquelle la France n'était absolument pas préparée. Devant la caméra, d'une voix calme mais tremblante, elle a révélé avoir été abusée pendant 4 ans par quelqu'un de son entourage intime, quelqu'un de confiance, quelqu'un protégé par le silence. Elle a refusé de le nommer, mais a précisé une chose essentielle. Ce n'était pas son père, le chanteur adoré Guy Béard. Tout le reste, elle l'a laissé à l'imagination et à l'effroi d'un pays entier. Sa description de ces nuits glace le sang. Il fait noir. Je me souviens du froid avant de me souvenir du visage, dit-elle. Et quand le soleil se levait, le monde se réorganisait comme si rien ne s'était passé, comme si tout était normal. Mais en moi, rien n'était normal. En moi, le silence hurlait plus fort que n'importe quelle voix. Pendant des années, elle a tenté de parler. Elle s'est tournée vers ceux qui auraient dû la protéger, ses parents, ses frères et sœurs, des adultes en qui elle avait confiance. Elle leur a dit la vérité. Elle a lancé les mots dans l'air comme une bouée de sauvetage. Et le résultat? Rien. Aucune réaction. Aucune intervention. Aucun secours. Juste de la confusion, du déni, peut-être de la peur. Elle ne le saura jamais vraiment. Ce qu'elle sait, c'est que l'abus a continué, car le silence est un feu vert pour la violence. Une seule personne l'a véritablement entendue, sa grand-mère, Nelly. Béard a expliqué que cette femme, douce, sévère, attentive, avait remarqué le changement en elle avant tout le monde. Quand la situation est devenue insupportable, sa grand-mère a pris les choses en main. Elle n'a pas attendu l'aide de la famille ou des institutions. Elle a mis sa petite fille dans un train, l'a envoyée loin et l'a arrachée à la portée du prédateur. « Elle m'a sauvé la vie », a confié Béard. « Sans elle, je ne sais pas ce que je serais devenu, ou même si je serais devenu quelque chose. » Cette révélation n'était pas simplement personnelle, elle était politique, culturelle. Une mise en accusation d'un pays qui se dit moderne, mais refuse encore de regarder en face l'épidémie d'inceste et de violences sexuelles au sein des familles. On dit aux enfants « Parle, raconte-nous ce qui s'est passé », dit Béard dans le film. Mais lorsqu'il parle, le monde n'écoute pas, ou pire, il détourne le regard. Une tête d'ange sur un corps de putain. Malgré la dévastation qu'elle portait en elle, Emmanuelle Béard ne s'est pas effondrée. Elle a fui,
Non seulement la maison, mais le pays tout entier. À 17 ans, elle a quitté la France pour Montréal, au Canada, afin de séjourner chez des amis proches de son père. Ce devait être une visite temporaire. Mais une fois arrivée, quelque chose a changé. L'environnement était plus doux, les gens moins sur la défensive, moins obsédés par les apparences ou le pédigré. Elle a enfin respiré. Elle s'est inscrite au Collège international Marie de France, une école privée francophone du Québec, où elle a commencé à reconstruire son identité loin du traumatisme et de la honte. Elle a appris l'anglais, elle a lu de la poésie. Elle a erré dans les rues enneigées en réfléchissant, pour la première fois, à ce qu'elle voulait, et non à ce que les autres attendaient d'elle. Et ce qu'elle voulait, c'était jouer. Non pas pour fuir qui elle était, mais pour donner enfin une forme aux émotions qu'elle n'arrivait pas à nommer. Montréal, dira-t-elle plus tard, lui a donné le courage de rêver. À son retour en France, ce rêve a pris forme très vite. Elle a intégré une école de théâtre à Paris et, en quelques mois, elle a décroché un rôle dans Premier Désir, un film sensuel et atmosphérique réalisé par David Hamilton. Le film, baigné d'érotisme et de lumière diffuse, a fait scandale. Béard entrait à peine dans l'âge adulte, et déjà l'industrie traitait son corps comme une marchandise. Pourtant, elle avait accepté. Elle n'était pas naïve. Elle était simplement désespérée de travailler, d'exister autrement que par ce qu'on lui avait fait. Puis est venue Manon des Sources. Son rôle de Manon, une bergère sauvage, brûlée de soleil, en quête de justice pour son père, fut électrisant. À l'écran, elle était aérienne, vengeresse, indomptée. Face à Yves Montand et Daniel Auteuil, elle ne se contentait pas d'être à la hauteur. Elle dominait l'image. Le public français était hypnotisé. Le César du meilleur second rôle suivit. Et soudain, elle fut propulsée au rang de légende. Mais l'industrie ne l'a pas couronnée pour sa complexité. Elle l'a couronnée pour son visage. La presse française est devenue obsédée, non par son jeu, mais par sa beauté. Les couvertures de magazines la qualifiaient de déesse, de mirage, de mythe nu. Les réalisateurs fétichisaient sa fragilité. L'un d'eux lui a un jour lancé « Tu es trop parfaite pour jouer une vraie femme ». Claude Chabrol, dans un compliment déguisé, l'a décrite comme « une tête d'ange sur un corps de putain ». Cette phrase lui est restée, pas seulement à cause des critiques, mais en elle. Cette perception est devenue sa prison. Les directeurs de casting voulaient la voir pleurer joliment, se dénuder élégamment, se briser sous une lumière douce. On lui proposait toujours les mêmes rôles. La muse, la maîtresse, l'énigme, elle aspirait à plus sombre, à plus profond. Mais le système la laissait rarement aller là. Et pourtant, elle n'a jamais renoncé. Dans les années 1990, elle a enchaîné des performances magistrales. La Belle Noiseuse, où elle pose nue pendant des heures dans une méditation sur l'art et l'obsession. Un cœur en hiver, où elle incarne une violoniste déchirée entre amour et loyauté. Une femme française qui lui vaut le Saint-Georges d'argent à Moscou. Et Nelly et Monsieur Arnaud, un portrait silencieux et poignant du désir et de la dignité. Ce n'étaient pas seulement des rôles, c'étaient des tentatives de reprendre le contrôle de son récit. Puis vint Hollywood. En 1996, elle rejoint Mission. Impossible aux côtés de Tom Cruise, mais l'expérience la laisse froide. Elle confiera plus tard s'être sentie invisible sur ce plateau, réduite à un rôle décoratif. C'était la même histoire, simplement dans une autre langue. En 2003, au sommet de sa gloire, elle publie une couverture nue d'Emmanuel Béard. Elle a 39 ans. Le numéro se vend en quelques jours, le plus vendu de l'histoire du magazine. Et pourtant, pour Béard, ce n'était pas une libération. C'était une performance de plus, un masque supplémentaire, une nouvelle tentative d'affirmer un contrôle sur un corps qui, pour elle, n'avait jamais vraiment été le sien. Ce n'était pas la liberté, dira-t-elle plus tard. C'était la survie. La chirurgie qui a étouffé son sourire.
Au début des années 1990, au sommet de sa gloire et considérée comme l'une des plus belles femmes du cinéma français, Emmanuelle Béard a pris une décision qu'elle qualifiera plus tard de l'un des plus grands regrets de sa vie. Derrière les apparences de sa carrière ascendante, couverture de magazines, nomination au César, acclamation critique, Béard se battait contre un ennemi invisible, l'insécurité. Non pas à propos de son talent, mais de son apparence. Elle se sentait, selon ses propres mots, pas assez. Ainsi, en 1990, sous la pression d'une industrie férocement centrée sur l'image et d'une presse toujours plus critique, elle a eu recours à la chirurgie esthétique, une augmentation des lèvres. Elle n'était ni la première actrice à le faire, ni la dernière. Mais pour Béard, le résultat fut dévastateur. Ça a été un désastre, confiera-t-elle des années plus tard dans Le Monde. Un traumatisme. J'ai eu l'impression que mon visage ne m'appartenait plus. Je regardais le miroir et je ne reconnaissais pas la femme qui me faisait face. Au lieu de lui redonner confiance, la procédure brisa quelque chose en elle. Le volume de ses lèvres était exagéré, artificiel, et le public le remarqua immédiatement. Mais ce qui la blessait le plus n'était pas le jugement, c'était le silence. « Personne ne m'en a jamais parlé », dit-elle. Aucun réalisateur, aucun partenaire de jeu, aucun journaliste. Tout le monde le voyait et tout le monde se taisait. Ce silence était plus violent que n'importe quelle insulte. Dans les années suivantes, ses performances, aussi puissantes soient-elles, furent systématiquement regardées à travers le prisme de cette chirurgie. Les critiques ne parlaient non plus de son jeu ni de sa présence. Ils se focalisaient sur sa bouche, ses expressions, sa fixité. Brusquement, elle n'était plus l'actrice qui avait bouleversé le monde dans Manon des Sources ou la violoniste d'un chœur en hiver. Elle était devenue un avertissement. Pour Béard, la honte s'enracina profondément. Elle avait fait quelque chose d'irréversible, et contrairement à un costume ou un maquillage, elle ne pouvait pas l'effacer en fin de journée. « Ce n'était pas seulement un changement sur mon visage, » expliqua-t-elle. « Cela changeait la manière dont les autres me regardaient, la manière dont je me regardais. Je ne pouvais plus jouer de la même façon. J'ai perdu quelque chose, une liberté, une spontanéité. » Il y eut des jours où elle refusait de regarder des photos. Les images de tournage devinrent une source d'angoisse. Elle voyait de la moquerie là où il y avait peut-être de l'admiration, du jugement là où il n'y avait que curiosité. Et malgré tout, elle a continué à jouer, mais quelque chose en elle s'était refermé. Une blessure qui ne cicatrisait pas. Des années plus tard, en 2012, lorsque Kate Winslet lança la British Anti-Cosmetic Surgery League, un mouvement encourageant les femmes à accepter le vieillissement sans chirurgie, Béard loua publiquement l'initiative, la qualifiant de nécessaire et puissante. Mais lorsqu'on lui demanda si elle voulait en faire partie, sa réponse fut douce, mais ferme. « Non, je ne veux pas mener une croisade. Je veux seulement vivre, mais je n'oublierai jamais ce que ce choix m'a coûté. » Même des décennies après, le traumatisme demeurait. « Rien que l'idée d'une aiguille me tétanise », confia-t-elle à Le Monde. « Je n'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de ne plus me reconnaître. » Des histoires d'amour qui n'ont pas survécu. Si la carrière d'Emmanuelle Béard a oscillé entre triomphe et traumatisme, sa vie personnelle a suivi le même rythme hanté, jalonnés d'histoires d'amour passionnées qui ont flamboyé avec promesse, puis se sont effondrés sous le poids de la complexité émotionnelle, des exigences professionnelles et finalement d'un chagrin indicible. Sa première grande histoire d'amour a commencé exactement là où l'on pourrait s'y attendre pour une actrice, sur un plateau de tournage. En filmant L'amour en douce au milieu des années 1980, Béard rencontre Daniel Auteuil, l'un des acteurs les plus respectés de France. Ce qui n'était au départ qu'une alchimie de cinéma s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond en coulisses. Ils furent attirés l'un vers l'autre d'une manière irrésistible. Dès lors, ils devinrent inséparables, à la fois comme amants et comme partenaires de jeu.
Au fil des années, ils ont partagé l'affiche dans Manon des Sources, Un cœur en hiver et Une femme française, des films qui n'ont pas seulement marqué le cinéma français, mais qui ont façonné l'image publique de Béard en femme lumineuse, complexe, à la fois fragile et intrépide. Pendant près de 10 ans, Auteuil fut son repère dans un monde qui adorait sa beauté, mais protégeait rarement son âme. Elle lui attribuera plus tard un rôle décisif dans sa stabilité émotionnelle. « Il m'a donné confiance », dira-t-elle à Paris Match. « Il m'a appris à prendre du recul face à la folie. » En 1992, leur amour se concrétise. Ils accueillent une fille, Nelly, l'enfant que Béard qualifiera de plus grande joie de sa vie, un symbole d'innocence qu'elle était farouchement déterminée à préserver des ténèbres qu'elle-même avait connues. Mais même les grandes histoires d'amour ont leur point de rupture. En 1995, leur relation prend fin. Pas de scandale, pas de spectacle médiatique, juste le silence. Plus tard, certains amis diront que la pression de leur carrière croisée, leur intensité émotionnelle et le poids constant des projecteurs avaient lentement usé leur couple. Quelles que furent les raisons, une vérité persista. La séparation laissa une cicatrice. Pas seulement du regret, quelque chose de plus doux, de plus permanent. Une tendresse enveloppée de pertes. Peu de temps après, Béard trouva un autre type de lien auprès du compositeur David-François Moreau, le demi-frère du chanteur Patrick Bruel. Leur amour était plus discret, plus intime, loin des flashs, des avant-premières, de la pression publique permanente. En 1996, elle donne naissance à leur fils, Johan. Une fois encore, la maternité transforma son monde. Béard répétait souvent que ses enfants étaient la seule vérité qui ne s'efface jamais. Et pendant un temps, elle tenta de construire une vie autour de cette vérité. Mais l'amour, même doux, n'est pas toujours durable. Peu à peu, sa relation avec Moreau se délita, non pas dans le tumulte, mais dans une distance lente et inévitable. Pas de dispute publique, pas de rupture théâtrale. Simplement, deux êtres qui s'éloignent, aussi silencieusement qu'ils s'étaient trouvés. Puis vint Vincent Meyer, producteur de cinéma réputé pour son intelligence, sa chaleur et son sens artistique. Meyer apparut dans la vie de Béard comme une seconde chance. Quelqu'un qui semblait comprendre non seulement l'actrice, mais la femme derrière les rôles. Ils se rencontrent au début des années 2000 et deviennent rapidement un couple. Ceux qui les entouraient décrivaient leur relation comme profondément émotionnelle, fondée sur une sensibilité artistique commune et un désir de stabilité, quelque chose que Béard avait rarement connu. Il lui apporta quelque chose de rare, la paix. Elle dira un jour qu'il était l'un des rares à réellement la voir, non comme un symbole ou une présence à l'écran, mais comme un être humain avec des cicatrices, des rêves et une âme en quête de sécurité. Leur relation n'était pas seulement romantique, elle était réparatrice. Elle s'imaginait vieillir à ses côtés. Mais en mai 2003, cette vision s'effondra. Béard venait d'arriver à Cannes pour présenter Les Égarés, le nouveau film d'André Téchiné. Le tapis rouge l'attendait. Les photographes, les applaudissements, la célébration. Mais quelques heures avant de faire son apparition, elle reçut un appel. Vincent Meyer était mort. Il s'était donné la mort dans son appartement parisien. Pas d'explication, pas de lettre. Juste le silence. Ce qui suivit dépasse l'entendement. Emmanuelle Béard ne se désista pas. Elle marcha sur le tapis rouge, posa pour les photos, se tint auprès de ses partenaires de film. Son visage semblait maîtrisé, ses gestes gracieux. Mais à l'intérieur, elle confiera plus tard ne rien avoir ressenti. « Je ne me souviens pas de cette nuit, » dira-t-elle. « J'ai bougé comme un fantôme, tout s'était arrêté. » Pendant des jours, la presse ignorait tout de ce qu'elle portait. Ce n'est que plus tard que l'histoire fut révélée. Et même alors, Béard refusa d'en faire un spectacle. Elle parla de Meyer avec une douceur respectueuse. « C'était l'homme avec qui je pensais vieillir, » avoua-t-elle.
Sa mort m'a brisé d'une manière dont je n'ai pas pu parler pendant des années. En privé, elle porta le deuil comme une seconde peau. Ses proches affirment que ce n'était pas seulement de la tristesse, mais de la culpabilité. La culpabilité de n'avoir rien vu venir, de ne pas avoir été là, de sourire aux caméras alors que l'homme qu'elle aimait le plus était seul dans ses dernières heures. Ce genre de douleur ne disparaît pas. Il s'installe dans les os. Ce moment l'a marqué, non seulement émotionnellement, mais existentiellement. Elle le décrira plus tard non comme un tournant, mais comme une rupture qui ne guérit pas. Elle transforme tout ce qui vient après. Et pourtant, elle a survécu, mais pas intacte. En 2008, Béar épouse l'acteur Michael Cohen. Une union plus discrète, loin des gros titres qui avaient jadis accompagné sa vie. 1 an plus tard, ils prennent une décision bouleversante. Ils adoptent un enfant en Éthiopie, un garçon nommé Surafel. Nous voulions donner de l'amour à un enfant qui en avait besoin, dira simplement Béar, choisissant une fois de plus de bâtir sa vie sur le soin plutôt que sur le chaos. Pendant un instant, l'espoir renaît, un souffle de nouveau départ. Mais en 2011, le mariage prend fin, silencieusement, sans drame, sans amertume, juste un chapitre de plus refermé. Et elle continua d'avancer, toujours en quête de paix, toujours en apprentissage pour vivre avec les fantômes de ceux qu'elle avait aimés et perdus. La quête de paix. La même année, sa grand-mère adorée, Nelly, la seule adulte qui l'ait vraiment protégée, est décédée à l'âge de 107 ans. Son père, Guy Béar, s'est éteint en 2015. Chaque perte lui a arraché une couche de plus. Mais Béar ne s'est pas effacée. Elle a transformé sa douleur en engagement. En 1996, elle a été arrêtée lors d'une manifestation aux côtés de sans-papiers dans une église parisienne. Elle a longtemps défendu le droit au logement, la réforme de l'immigration et surtout les victimes de maltraitance infantile. Elle est devenue ambassadrice de l'UNICEF, voyageant au Kenya pour documenter la vie d'enfants touchés par le sida. Et en 2023, elle a co-réalisé Un silence si bruyant, le documentaire devenu une véritable prise de conscience nationale. Ce n'était pas seulement son histoire, c'était celle de milliers d'autres. Ce n'est pas un film sur les victimes, dit-elle. C'est un film sur les survivants, les combattants. Oui, nous avons été blessés, mais nous sommes là. Aujourd'hui, Emmanuelle Béar a 62 ans. Elle est mariée au réalisateur Frédéric Chaudier, un homme rencontré en 2011 et qu'elle a épousé discrètement en 2018. Un amour mature, construit sur le respect et la vérité. Il m'a dit un jour, à moitié en plaisantant, que si je retouchais mon visage, il me quitterait, se souvient-elle. Alors je ne l'ai pas fait. Elle partage sa vie entre Paris et le sud de la France, jonglant entre ses rôles, l'éducation de ses enfants et son engagement. En 2022, elle est apparue à Cannes comme un fantôme d'une autre époque, élégante, rayonnante, mais marquée par le temps. Mais aujourd'hui, c'est sa voix, et non sa beauté, qui définit son héritage. « Ma bouche est restée cousue trop longtemps, dit-elle. Maintenant je parle, parce que si je ne le fais pas, qui le fera? » Dans un pays qui peine encore à affronter le tabou de l'inceste, le courage de Béar a forcé des conversations inconfortables. Elle est devenue, malgré elle, un symbole. Et même si elle ne nommera peut-être jamais son agresseur, son témoignage est un acte de justice. À 62 ans, Emmanuelle Béar a finalement révélé la vérité qu'elle portait dans chacun de ses films, sur chaque tapis rouge, derrière chaque sourire soigneusement maîtrisé. Les abus qu'elle a subis, la chirurgie qu'elle a regrettée, les amours qu'elle a perdus, le silence qu'elle a brisé, tout cela était là, juste sous la surface, façonnant la femme que nous pensions connaître. Maintenant que son histoire est à découvert, une question demeure. Avez-vous l'impression de comprendre enfin qui est vraiment Emmanuelle Béar? Non pas l'icône,
mais la femme derrière la caméra? Dites-le nous dans les commentaires. Et si son courage vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui révèlent la vraie vie derrière les légendes.